Bonjour à toutes et à tous, je suis Esra Sonner, je travaille au sein du groupe Renault depuis 25 ans maintenant. En 2017, j'ai rejoint Renault Digital, donc qui est une entité qui a été créée pour impulser et pour accélérer la transformation digitale du groupe. Aujourd'hui, je dirige le Digital Performance Office avec une mission claire qui consiste à maximiser la valeur créée par le digital. Concrètement, cela signifie deux choses: piloter la valeur générée par nos initiatives digitales et structurer une gouvernance efficace autour de ce qu'on appelle les value streams, les chaînes de valeur du groupe, pour garantir un alignement stratégique et opérationnel. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis Damien Schutz. J'ai rejoint le groupe Renault il y a 2 ans dans les équipes d'Esra pour la mise en place du Value Management Office. J'occupe aussi le poste de Value Management Officer pour la prévente. Et avant de venir chez Renault, pendant 15 ans, j'étais responsable de projet, de gouvernance et de performance. Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Talabar. Moi, j'ai rejoint le groupe Renault il y a 25 ans. J'ai occupé différents postes au sein de l'ingénierie véhicule et j'occupe actuellement le poste de PML sur un des projets les plus importants du groupe aujourd'hui et dans lequel on va mettre en place de la transformation, et c'est le propos de mon exposé. PML, Project Management Leader. On reviendra plus en détail tout à l'heure. Je passe la parole à Esra. Voilà. Donc, merci à tous nos partenaires d'avoir joué un rôle clé dans la réalisation d'Agile en scène. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une transformation essentielle, l'évolution du rôle du PMO. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi le PMO, dans son rôle, si j'ose dire traditionnel, ne suffit plus dans nos environnements actuels. Et nous allons aussi voir que cette transformation ne suit pas forcément une voie unique, mais il peut exister plusieurs approches possibles, à adapter bien évidemment en fonction de vos contextes, en fonction de vos enjeux et surtout en fonction de la maturité de vos équipes. Chez Renault, nous avons fait le choix de structurer cette évolution autour de 2 nouveaux rôles. Au sein des équipes ICT et Digital, donc le rôle de Value Management Officer avec Damien, qui incarne la logique de pilotage et la performance et la valeur. Et au sein des équipes ingénierie, le rôle de Gaël en tant que Project Management Leader, qui joue un rôle clé pour accompagner les équipes dans l'exécution et dans la montée en compétences. Ces 2 rôles reflètent bien notre volonté, ces 2 rôles reflètent bien notre ambition de faire du PMO une vraie levier de transformation au service de qui? Au service de business, bien évidemment, de métier, mais aussi au service de la performance digitale. Alors, si vous êtes prêts à être embarqués dans cette nouvelle dynamique, c'est maintenant que ça compte. Quelques contextes pour le groupe Renault. Donc, comme vous le savez, certainement, le groupe Renault est en plein transformation digitale et le groupe s'appuie sur l'agilité à grande échelle pour accompagner son plan stratégique dont vous avez certainement entendu parler, la fameuse Renolution. Donc, ce passage à l'agilité à grande échelle, bien évidemment, implique des évolutions dans nos modes de fonctionnement, que ce soit dans la gouvernance ou bien dans nos méthodes, tout évolue. Et dans ce contexte-là, le gestion de la valeur, le pilotage par la valeur devient une nécessité impérative. Et le Program Management Office doit évoluer, doit être transformé pour répondre aux défis d'une constructeur automobile nouvelle génération. Maintenant, nous allons vous parler des challenges que nous rencontrons du côté des équipes ICT et Digital. Aujourd'hui, la gestion de projets au sein de notre organisation a clairement ses limites. Premièrement, il est souvent difficile de justifier, il est souvent difficile de démontrer
des bénéfices de nos initiatives digitales et de justifier les investissements que nous avons engagés. Deuxièmement, nous sommes face à une difficulté majeure pour prioriser le flux important de demandes, donc des demandes qui viennent des marques, des différentes marques du groupe, mais aussi des business. Et cette surcharge peut entraîner une dispersion de nos efforts et surtout, mais surtout une perte de focus sur les initiatives à fort valeur, à fort potentiel. Troisièmement, malheureusement, nous avons une tendance de vouloir piloter par le périmètre d'activité, par ce qu'on appelle le scope, et non pas par le résultat business. Or, il est essentiel de remettre au cœur de notre approche la génération de valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer que chaque initiative digitale contribue réellement aux objectifs stratégiques du groupe. Et enfin, nous sommes aussi face à une complexité croissante pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des décisions pertinentes, faute des bonnes données disponibles au bon moment. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez compris, livrer un projet seul ne suffit plus. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est l'impact. Ce qui compte, c'est la valeur. C'est la valeur qu'on crée pour nos clients, pour nos équipes et pour l'entreprise. Et face à ces multiples challenges, il fallait une réponse structurée, une réponse forte, une réponse tournée vers ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est l'impact, la performance et la valeur durable qu'on génère pour l'entreprise. Donc, il y a 2 ans, donc j'ai créé le Digital Value Management Office, donc au sein des équipes ICT et Digital. Attention, ce n'est pas juste un changement organisationnel, c'est loin de là, c'est avant tout un changement de posture, un changement de mindset. Et pour incarner cette transformation, donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes des coachs agiles du Centre d'excellence agile. Je ne sais pas si Florence Mazar est avec nous aujourd'hui, mais une grande merci à elle et à l'ensemble de nos coachs de nous avoir accompagnés dans cette transformation. Sans eux, c'était impossible de commencer cette transformation. Nous avons également eu du chance de pouvoir s'appuyer sur les équipes existantes de PMO, donc qui m'ont suivi et qui ont voulu faire partie de cette transformation, voir le driver, le piloter. Nous avons aussi fait appel à des talents extérieurs du groupe comme Damien, qui incarne parfaitement aujourd'hui le rôle de Value Management Officer. Et enfin, nous travaillons aussi avec le cabinet de consultants qui nous accompagnent très près du terrain à travers les consultants. Le Value Management Office, c'est quoi? C'est notre boussole. Le Value Management Office nous permet de se focaliser non pas sur les livrables, mais plutôt sur les résultats business qu'on va aller chercher. Le Digital Value Management Office nous permet aussi de piloter, pas par le contrôle, mais par la valeur. Et dans ce contexte, le PMO devient un catalyseur de transformation. Le PMO aligne les initiatives digitales avec les objectifs stratégiques du groupe. Le PMO pilote la performance. Il développe toutes les compétences nécessaires pour réussir dans un monde digital qui devient de plus en plus exigeant. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. Donc, le PMO, retenez celui-ci, c'est pas un changement d'organisationnel, le PMO, c'est aussi un changement de posture, c'est aussi une nouvelle ambition et c'est aussi une nouvelle manière de mesurer nos succès par la valeur. Moi, je voudrais vous parler finalement au sein de l'ingénierie véhicule et plus largement dans le contexte industriel automobile aujourd'hui, les 5 grands changements qui font que notre contexte évolue.
et il évolue de façon de plus en plus rapide. Et on n'a pas le droit de ne pas rester dans le rythme dans lequel le marché évolue. C'est une simple question de survie. Donc le premier point, c'est les attentes des clients. Nos clients, qui sont au centre forcément de tout le travail qu'on effectue, ont des nouvelles attentes. Ils souhaitent des nouveaux designs, ils souhaitent de nouvelles aides à la conduite, par exemple. Donc ça, c'est notre point d'entrée sur finalement quels sont les besoins de nos clients aujourd'hui, mais aussi demain, à l'horizon duquel on va lancer de nouveaux projets véhicules. Le deuxième point, c'est l'intensification de la concurrence, qui est de plus en plus agressive, internationale, et il faut se dire qu'on a de bonnes armes, mais il faut pas s'endormir dessus. On a les moyens de rester compétitif dans ce marché-là, à condition de passer à la bonne vitesse et apporter le bon niveau que nos clients attendent. Le troisième point, c'est des opportunités technologiques, puisque en parallèle de cette accélération-là, il y a aussi de plus en plus de technologies telles que software ou les technologies de batterie qui évoluent extrêmement vite. Il faut donc être agile dans notre capacité à acquérir les technologies au plus tôt, mais également de continuellement évoluer, puisque le revers de la médaille de cette accélération technologique, c'est que les produits deviennent rapidement obsolescents. On passe ensuite à la partie réglementaire. Comme vous le savez, il y a une accélération aussi des évolutions réglementaires, motivée bien sûr par le réchauffement climatique, mais pas seulement, aussi pour augmenter le niveau de sécurité à la fois des utilisateurs et des gens qui sont dans l'environnement, tels que les piétons. Et donc là aussi, nous devons au maximum anticiper l'arrivée de ces nouvelles réglementations pour accélérer notre mise sur le marché de nouveaux produits. Et enfin, dernier point, la partie service et business, qui elle évolue également. Nos clients ont de nouveaux besoins, on a de nouvelles opportunités de business avec notamment des services connectés. Et là aussi, il faut être à l'heure et il faut arriver vite sur le marché. Voilà pour le contexte. On passe à présent finalement au notre réponse, c'est le PML. Alors le PML, c'est quoi finalement? Le PML, c'est relativement simple. C'est alors en langage agile, on dirait c'est le Scrum Master de la Core Team projet véhicule. De façon plus simple, c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui va coordonner, synchroniser les différentes familles d'instruments. Tout simplement pour que la musique soit belle et que tout le monde soit dans le même tempo. Elle bien sûr, elle a un rôle qui s'appuie sur des process existants de développement classique de projets véhicules, mais aussi elle a à cœur d'utiliser de nouveaux outils numériques de façon à augmenter l'efficacité collaborative du travail au sein d'une équipe projet. Et puis enfin, elle accompagne humainement les équipes pour les apporter dans la direction des réussites, leur donner du recul aussi par rapport aux challenges qui sont fixés, pour leur donner quelque part une visibilité sur la voie sur laquelle ils pourront réussir le projet et être confiants dans cette réussite. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Damien, qui va illustrer la valeur du VMO. Merci beaucoup Gaël, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter du coup, si la zapette le veut bien, la journée type du coup du Value Management Officer. Alors j'appuie une fois, ça fonctionne pas, j'appuie une deuxième fois, ça fonctionne. Donc ça c'est j'ai voulu représenter du coup la journée type ou l'année type on va dire d'un Value Management Officer. La moitié de son temps c'est finalement garantir l'excellence opérationnelle du portfolio. C'est-à-dire qu'il anime les différents comités, il structure le portfolio avec tout ce qui est la valeur et tout ce qui est les coûts d'une initiative. On va y revenir dans quelques instants.
Le Value Management Officer, c'est également un conseiller. Il aide les leaders de chaînes de valeur à pouvoir décider sur quelle initiative on souhaite investir. Troisième point, du coup, il supporte également les équipes dans cette recherche de valeur et les monte en compétences dans la gouvernance digitale et tout ce qui est business agility. Comment est-ce qu'on découpe nos initiatives? Comment est-ce qu'on va rechercher cette valeur? Quelles sont les différentes étapes? Pour pouvoir décider, il faut de l'information. Il faut qu'on soit tous d'accord sur, finalement, c'est quoi nos référentiels, c'est quoi la valeur de nos initiatives. Donc, il y a un très, très gros travail au niveau des référentiels et au niveau des tableaux de bord. On parle de valeur, mais on va aussi parler de flot de valeur. Le Value Management Officer se lève finalement tous les matins pour générer de la valeur, mais il doit aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'il peut en générer plus en modifiant nos manières de travailler. Donc ça, c'est la journée type ou l'année type d'un Value Management Officer. Il administre et gère le portfolio et c'est un conseiller. Faut que la valeur, elle soit alignée, faut que toute la gouvernance soit alignée sur la valeur. Donc ce qu'on a mis en place, c'est 3 niveaux au niveau d'une chaîne de valeur. On a le niveau stratégique qui sont nos OKR, notre boussole, quels objectifs on veut atteindre. Donc en général, on dit qu'on a 4-5 objectifs du coup par chaîne de valeur auxquels sont associés des résultats business. Et ça, véritablement, c'est notre boussole, c'est le début de l'histoire. Sans vision, finalement, on n'est pas capable de pouvoir gérer un portfolio. Concrètement, moi, sur le périmètre de la prévente, mais j'aurais pu prendre tout à fait une autre value stream, on pourrait se dire, je veux diminuer mes coûts de logistique à une certaine, à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux diminuer de tant de tonnes de CO2. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma boussole. Et à partir de là, deuxième niveau, on a le niveau tactique qui est notre portfolio d'initiative. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est bien dans ce sens-là qu'on commence. C'est quoi nos objectifs? Et donc, qu'est-ce que je fais? Et donc là, on pourrait imaginer un certain nombre d'initiatives qui vont jouer, par exemple, sur le transport des camions ou alors sur le stockage des pièces. Finalement, on se posera la question systématiquement pour l'ensemble des initiatives, est-ce que ça répond à la stratégie que j'ai déterminée? Le deuxième niveau, c'est le niveau tactique. Et puis on a le delivery, finalement, là où on a les productions, les solutions, et qui génèrent de la valeur avec des coûts pour maintenir la plateforme ou des coûts d'évolution de change. Donc ça, vraiment, c'est ce qui nous paraît être le plus important, c'est le point vraiment le plus important de l'équipe, c'est finalement de se dire, on doit connecter ces 3 niveaux pour réussir. Ça, c'est vraiment notre plus grande conviction. Pour que la gouvernance suive, du coup, vis-à-vis des différents niveaux qu'on a pu détailler, donc on a le niveau stratégique, c'est notre boussole, donc on définit un MTP, et tous les ans, on va les revoir. C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans? Ensuite, tous les trimestres, on va regarder finalement où on en est au niveau de nos résultats. On relève les compteurs. Et à partir de là, ça va nous permettre de prendre des décisions. On définit les objectifs et ensuite on regarde où on en est et à partir de là, on décide. On a nos initiatives qui génèrent de la valeur, on va regarder où on en est. Et puis notre comité, Execution Committee, qui a lieu toutes les semaines, où finalement c'est là où on va valider et entériner les passages de jalons. Quelle nouvelle étape, quelle valeur, pour combien? Donc la vision, on relève les compteurs et puis on prend des décisions. Ce qui me paraît vraiment extrêmement important, et pour nous, c'est vraiment les fondations des initiatives. Donc juste initiatives, pardon, pour certains, c'est des épiques, mais on est bien sur des intentions business. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une initiative, c'est une intention business. Il faut qu'elle soit autonome, parce que si elle n'est pas, on n'est pas capable de prendre une décision. Grand 1, elle est autonome. Ensuite, elle est limitée dans le temps. Si une initiative a démarré il y a 5 ans et qu'elle finit dans 5, est-ce que finalement, ce qu'on a envie de faire est encore aligné avec la stratégie de l'entreprise? Pas forcément. Donc il faut que les initiatives soient limitées dans le temps et dans un temps qui soit finalement proche de votre time to market. On est plutôt chez Renault sur des cycles longs, mais on a aussi des chaînes de valeur qui sont sur des cycles beaucoup plus rapides, et finalement d'une value stream à une autre, on n'aura pas forcément du coup la même granularité et la même temporalité. Donc vraiment dans vos réalités, posez-vous la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui les initiatives que j'ai, la granularité que j'ai, me permet de piloter? J'ai voulu le présenter très synthétiquement avec cette montagne. On voit bien que quand on a une montagne qui est un peu trop grosse, bon, il n'a pas l'air de bien tenir. Et à contrario, on va préférer découper en plein de petites montagnes qu'on va réussir à franchir. On va franchir une montagne, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vraiment, c'est vraiment les fondations. C'est
à partir de ces initiatives qu'on va s'appuyer pour après aller chercher de la valeur. Moi, concrètement, quand je suis arrivé sur le périmètre de la prévente il y a 2 ans, pour nous, c'était une absolue nécessité. On n'avait pas du tout une maille qui nous permettait de piloter. Et donc, pendant quelques mois, on a travaillé avec toutes les équipes pour justement bien décomposer. Typiquement, on a des initiatives qu'on veut déployer à travers toute l'Europe. Historiquement, on n'avait qu'une seule initiative. On l'a décomposée en 15. Une initiative pour tel pays, avec des coûts associés, de la valeur associée. Et c'est comme ça qu'on peut prioriser. Le découpage du portfolio. Et puis, on a aussi le découpage au sein même d'une initiative. Alors là, du coup, vous allez voir, avec cette courbe en S, ça permet finalement de vulgariser la notion de ratio coût-valeur, parce qu'il faut systématiquement se poser la question de savoir si on continue ou si on s'arrête. La première étape, vous avez dû entendre parler de MVP. Moi, j'ai plutôt parlé de proof of value. La première étape a pour objectif d'apprendre. La première étape va permettre de décider la suite. Vos projets ne doivent pas être écrits 3 ans en avance. Vos projets doivent être très clairs sur c'est quoi ma première étape, qu'est-ce que j'apprends, et à partir de là, on va définir les étapes suivantes. Ça, c'est vraiment extrêmement important et qui change finalement dans cette dimension de pilotage de projet. Une première étape pour apprendre. Ensuite, on est sur le rythme de croisière. Le bateau navigue sur le flot de valeur, les voiles sont gonflées, tout va bien, on maximise le ratio coût-valeur, on est très content. On avait une très grosse difficulté sur Ono, et je ne sais pas si vous avez la même chez vous, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Ce qu'on peut voir du coup sur la dernière étape, c'est que finalement, le ratio coût-valeur n'est peut-être pas aussi bon qu'au début. Et donc, c'est extrêmement important ce découpage et de se poser systématiquement la question de savoir si on continue ou si on s'arrête. Voilà. On apprend, la valeur monte, et puis à la fin, bon, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Clairement, on aurait dû s'arrêter avant. Les investissements sont pas très bons. Au regard du coût de la valeur, vaut mieux s'arrêter puis partir sur une autre initiative. Découpage du portfolio, découpage même au sein des initiatives. Pour pouvoir prendre des décisions, c'est indispensable qu'on puisse après avoir les dashboards qui vont permettre de prendre des décisions. Il faut que les dashboards soient accessibles à tous, qu'ils soient communs et qu'on ait les mêmes référentiels. On peut pas avoir un dashboard côté ISIT digital et puis un autre dashboard côté business. Ce qu'on souhaite créer avec ce concept de value stream et aller plus loin avec le Value Management Office, c'est vraiment parler que d'une seule voix et d'avoir les mêmes outils et les mêmes tableaux de bord de pilotage. Un seul point de vérité pour avoir cette vision qui est cohérente. Il faut que la gouvernance évolue et soit axée sur la valeur. Donc on va faire évoluer du coup nos différentes méthodes d'animation, les différents dossiers qu'on fait compléter par les initiatives honneurs pour prendre des décisions. Tout ça pour être beaucoup plus axé sur la valeur. Typiquement, dans les dernières évolutions qu'on a pu mettre en place, c'est beaucoup plus lié, beaucoup plus spécifié la valeur. Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça répond à la stratégie de l'entreprise? Est-ce que ça répond à la stratégie de la value stream? Ce qui va nous permettre du coup de prendre des décisions qui sont éclairées et de pouvoir correctement prioriser. Je vais passer la main à Gaël, du coup, qui va nous expliquer un petit peu, côté engineering, comment ça se passe. Merci beaucoup, Damien. Donc, côté engineering, je vous ai parlé du chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, comme vous le voyez, décline son activité sur 7 axes principaux lors d'un développement de projets véhicules. Et donc, ces axes-là, ce n'est rien d'autre que les familles d'instruments qui sont à coordonner. Donc, le point clé, vous l'avez compris, c'est de s'assurer de la bonne mise en relation des équipes. 80% de la performance ou de la non-performance vient d'un manque de communication. Et donc, c'est un point clé. C'est un point clé parce que ça permet aux équipes d'être focalisées, centralisées sur la résolution des problèmes, plus que d'avoir des, je dirais, de l'inertie liée à des soucis de communication. Alors ensuite, comme mon collègue Damien, finalement, la transformation du PML se situe également sur 3 niveaux, stratégique, tactique et delivery. Mon travail, je dirais aujourd'hui, commence réellement à partir de la partie tactique, puisque la partie stratégique a été définie en amont pour l'entreprise et sur l'ensemble des projets véhicules.
Dans la partie tactique, mon travail va plus consister à contextualiser le cadre de l'entreprise aux conditions spécifiques du projet. Ça peut passer par le niveau de complexité du projet, si on modifie seulement la partie upper body, ou s'il y a également des évolutions au niveau de la plateforme, du groupe motopropulseur, de la batterie, etc., etc. Donc, à chaque contexte de projet correspond une contextualisation. Ça fait partie de mon travail. Un autre exemple de cette contextualisation, je l'ai écrit sur ce slide, c'est la saisonnalité des essais. Dans un développement de projet véhicule, on doit valider au physique les véhicules, les prototypes, et ces essais-là ne peuvent pas avoir lieu n'importe quand. Ils sont associés parfois à des saisons. Pour les tests grand chaud, grand froid, tests tempérés, nous avons besoin que les prototypes arrivent dans ce laps de temps précis dans l'année. Et ça, c'est un point d'entrée dans la construction du planning du projet, et c'est la bonne prise en compte, par exemple, de ce paramètre-là qui va nous permettre de réduire les délais et donc d'être plus compétitifs. Sur la partie delivery, finalement, c'est là où je passe le plus de temps. Une fois qu'on a contextualisé le projet, l'important, c'est d'animer l'équipe. Alors, l'animer, ça passe, par exemple, par les PIP. Et justement, je vais développer à présent plus précisément ce que l'on fait au sein d'un PIP. Donc un PIP, c'est un événement que l'on fait avec l'ensemble des acteurs de projet entre deux jalons. L'objectif est de pouvoir partager avec les équipes quels sont les objectifs à atteindre sur une phase de projet. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est rien de nouveau. Ça existait déjà. Le point clé dans le PIP aujourd'hui, c'est que, à la suite de ce top-down, quelque part du projet, les équipes travaillent entre elles, font des rétrospectives sur leur activité, ce qu'ils font bien, ce qu'ils pourraient améliorer, ce qu'ils pourraient tout simplement abandonner. Et cette fois-ci, c'est eux qui vont venir faire des propositions pour lesquelles ils vont se sentir à l'aise dans la réussite des objectifs qui leur sont fixés. S'ils ont besoin d'un changement d'organisation, s'ils ont besoin de ressources, de formation. Et donc, tout ceci leur permet d'être confiants pour les étapes suivantes du projet et donc accélérer, une fois de plus, la réalisation et l'exécution. Un autre exemple d'évolution, de transformation, c'est le MIB, c'est rien d'autre qu'un système numérique qui permet de partager au sein de l'équipe projet en temps réel la maquette numérique du véhicule. Ça permet d'accélérer les activités à l'intérieur du projet, mais également avec nos partenaires et nos fournisseurs qui, en temps réel, vont avoir les évolutions et les actualisations des numérisations, ce qui permet, là encore, d'accélérer la réalisation de nos projets et, comme vous l'avez compris, conserver le time to market. Je vais maintenant repasser la parole à mon collègue Damien, qui va vous parler des réussites du VMO. Et donc, c'est celui-là. Comment on s'y est pris du coup avec Esra et l'équipe? La première étape, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer? Quelles sont nos douleurs? Qu'est-ce qu'on cherche derrière cette transformation? C'est vraiment extrêmement important qu'on puisse démarrer de là, puisque c'est la suite va en déterminer. Ensuite, qu'on puisse développer les compétences des différents collaborateurs qui sont impliqués dans cette transformation, aussi bien des soft skills que des hard skills. Je vous en ai mis quelques-unes, bien sûr, l'agilité à l'échelle, bon, on est là ici pour ça, bien sûr. Lean Portfolio Management, tout ce qui est analyse de valeur, mais également d'autres compétences comme la facilitation ou alors le coaching. En plus de ces compétences, ce qui est important, c'est que les fiches de poste évoluent et de communiquer très largement sur ce que devient demain le PMO, pour que les règles soient claires et partagées auprès de tous. On développe des compétences pour développer de la valeur, mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est cet état d'esprit, ce mindset d'amélioration continue. Alors j'ai parlé de flow de valeur, mais on va parler d'amélioration continue de manière générale. Ce qui est important, c'est que chaque Value Management Officer dans une value stream se pose la question de se dire comment est-ce que demain on peut améliorer nos manières de fonctionner.
Et ça nous est arrivé que du coup, on ait certaines initiatives au sein d'une value stream qu'on déploie ensuite dans toutes les autres. Extrêmement important. Et puis, réaligner la gouvernance avec la valeur, on en a parlé. En synthèse, la gouvernance, elle doit créer de la valeur, elle doit pas en détruire. Donc, tout ce qu'on a pu vous présenter, finalement, c'est notre modèle. Et ce qui sera important, c'est dans votre réalité, comment est-ce que vous pouvez ou non vous inspirer de certains éléments qu'on a pu mettre en place. On l'a pas fait seul. On a été accompagné par des super coachs, par des super consultants. D'ailleurs, certains sont dans la salle. Coucou, merci à vous. Et puis, ce qui est important, c'est le concept de Value Stream. On a mis en place des Value Stream, du coup, il y a quelques années. Et avec le Value Management Office, finalement, on va encore plus loin. Avant, on faisait une seule équipe. Maintenant, on fait qu'une seule équipe qui est axée sur cette recherche de valeur. Et puis, le sponsorship, qui doit être extrêmement fort. On a voulu mettre en place ce pilotage par la valeur. On n'aurait pas réussi si on n'avait pas réussi à impliquer le contrôleur de gestion IT, pour les coups, et le contrôleur de gestion côté business. Vraiment, si on a réussi, c'est parce qu'ils étaient impliqués et qu'ils nous ont accompagnés dans cette transformation. Donc voilà ce qu'on a mis en place du coup côté Value Stream. Et puis Gaël, qu'est-ce que vous avez mis en place côté engineering? Alors, côté engineering, on n'en est pas encore là. Côté engineering, ce n'est que le début. Donc, ce n'est qu'en 2024, finalement, que les fondations ont été posées. Ensuite, il y a eu des formations de façon à assurer à ce que les différents PML des différents projets soient formés et finalement puissent avoir la bonne posture au sein du projet de façon à assurer le rôle qui leur est fixé. Par la suite, pour faire rapide parce que je crois qu'on n'est pas très en avance, par la suite, donc, un projet véhicule. Dans notre cas, avec cette accélération-là, on vise à travailler sur une période de 2 ans. Et finalement, ce n'est qu'au terme de ces 2 ans qu'on pourra faire un REX complet sur l'ensemble du cycle d'un projet. Donc, je vous donne rendez-vous à Agile en scène en 2028 pour partager avec vous les conclusions. Et je repasse la parole à Esra pour les conclusions d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, en fonction du contexte et de différents niveaux de maturité des équipes, nous vous avons partagé aujourd'hui 2 manières d'envisager l'évolution du rôle du PMO. Qu'est-ce que nous avons en commun? Ce que nous avons en commun est une conviction forte. Le PMO ne peut plus être un contrôleur de projet. Le PMO devient avant tout un facilitateur, un acteur du changement et un allié stratégique. Et cette transformation de posture, bien évidemment, nécessite des formations ciblées, un accompagnement adapté et certainement un ajustement de ce nouveau rôle dans son environnement. Donc, ce changement est bien dans l'air du temps. Il donne du sens. Ils répondent aux attentes de nos talents et ils renforcent la motivation. Alors, que vous soyez déjà embarqué dans cette nouvelle, pas aventure, mais nouvelle dynamique ou pas, retenez 2 choses. Le PMO de demain est déjà en route et vous disposez les clés pour incarner ce nouveau rôle. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous donner votre feedback. N'hésitez pas à nous donner votre feedback à travers le QR code.